Au retour de l'Oise, Joliane prit la décision de ne pas retourner à la fac. Nous en avions discuté. Elle n'était pas particulièrement passionnée par la formation qu'elle avait entreprise. La décision la plus sage était qu'elle s'inscrive à l'inspection académique sur la liste des remplaçantes afin de solliciter un poste dans l'enseignement primaire et de préparer le concours d'admission au certificat d'aptitude pédagogique. L'éducation nationale manquait toujours d'enseignants, malgré le retour des soldats d'Algérie. Aussi, le recrutement restait-il encore possible par la voie du baccalauréat. Nous décidâmes, dès l'ouverture des bureaux, à la fin du mois d'août, d'aller nous présenter au secrétariat de l'inspection académique de La Rochelle et d'y expliquer notre situation. Nous souhaitions que Joliane puisse être nommée, si possible, dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. La secrétaire principale qui nous reçut nous expliqua que pour donner toutes ses chances à Joliane d'être acceptée et nommée sur des remplacements, il fallait que nous nous mariions. Plus tôt vous serez officiellement en couple, plus sûrement votre situation sera prise en compte par l'administration, nous dit-elle. Cela bouleversait nos plans. Les fiançailles venaient tout juste d'être fêtées. La coutume et la sagesse voulaient qu'une période suffisamment longue sépare les fiançailles du mariage. La cérémonie familiale qui nous avait rapprochés n'était pas un engagement définitif. Tout au plus était-ce pour marquer une période plus ou moins longue durant laquelle chacun des deux prétendants avait le loisir de faire mieux connaissance avec son ou sa partenaire. Durant ce laps de temps, chacun pouvait s'assurer que son choix était le bon et qu'il pouvait au final s'engager définitivement pour la vie. À cette époque, le divorce n'était pas comme maintenant une pratique courante et anodine. Peu de couples y avaient recours, même si l'entente entre conjoints n'était plus parfaite, d'où l'importance de cette mise à l'épreuve préalable. Rompre des fiançailles n'avait pas le caractère infamant du divorce, et mieux valait se séparer avant de commettre une erreur que l'on risquait de regretter toute sa vie. La rentrée de septembre était prévue le 16 du mois. Il y avait urgence pour prendre une décision. Ce qui allait compliquer encore un peu plus la situation, c'est que mes parents, dans un premier temps, n'acceptèrent pas que le mariage se fasse à l'église. Ils étaient farouchement hostiles à cette idée. Pour eux, le mariage religieux devrait se faire au temple. Mon père menaçait même, dans le cas contraire, de refuser d'assister à la cérémonie. Personnellement, je me serais bien passé d'un mariage religieux. Seul le mariage civil m'importait. Adolescent, j'avais suivi une instruction religieuse pour obéir à ma mère, mais je n'avais pas fait ma communion, ni ne m'étais fait baptiser comme c'était la tradition à l'église évangélique libre de Matha, que mes parents protestants fréquentaient. Cela avait fait le désespoir de ma mère. À l'époque, elle m'avait même supplié d'exercer un jour la mission de pasteur. Du côté de la famille Dutranois, la position était tout autre. Gaby, ma future belle-mère, tenait à un mariage religieux célébré à l'église de Marennes. Sa position de commerçante, chargée de vendre des articles funéraires, faisait qu'elle ne souhaitait pas que nous nous contentions d'un mariage civil. Cela, selon elle, aurait pu être préjudiciable à sa réputation et à son commerce. Elle nous pria d'aller rencontrer le prêtre de la paroisse pour voir quelles formalités nous allions devoir remplir pour que cette cérémonie puisse être organisée. La rencontre avec le prêtre ne fut pas des plus chaleureuses. Le curé de cette paroisse était une personne rétrograde, très attachée aux dogmes anciens. Lorsqu'il apprit que je n'étais pas baptisé, il refusa de nous marier. Pas encore que je sois d'origine protestante. Il aurait pu se laisser amadouer. Mais comme je n'avais reçu aucun sacrement préalable, il lui était impossible d'accepter d'officier pour un mariage. Il me proposa de me baptiser, ce que je refusai. Nous le quittâmes, bien embarrassés, et nous allâmes rendre compte de notre visite à la mère de Joliane.
Gaby prit la situation en main. Elle connaissait bien le prêtre avec qui elle avait des contacts fréquents au moment des enterrements. Elle lui rendit visite et finit par le convaincre de nous recevoir à nouveau pour nous proposer un arrangement. Au cours du second entretien, le prêtre fut plus aimable. Il me fit promettre d'accepter que mes futurs enfants soient baptisés et que je ne m'oppose pas à ce qu'ils suivent une instruction religieuse à l'âge de l'adolescence. J'acceptai tout ce qu'il voulut bien me demander. Il me fit signer un engagement écrit. La date du mariage put enfin être fixée avec la mairie. Le 3 octobre 1963 était un jeudi. Ce fut le jour choisi. Comme j'avais droit à 3 jours de congé, l'administration m'octroya le mercredi 2, le vendredi 4 et le samedi 5. Nous pouvions maintenant nous livrer aux préparatifs, mes parents ayant finalement cédé. Le mariage aurait bien lieu. Avant la rentrée, je rencontrai le maire de Beauvais-sur-Matha. C'était un ancien cadre de la RATP qui était venu prendre sa retraite dans la localité et qui avait été élu aux élections précédentes. Il m'annonça qu'il n'avait pas été ravi de ma nomination. Au départ des directeurs précédents, M. et Mme Paulet, il souhaitait la nomination d'un couple car il craignait que la nomination d'un directeur et d'une directrice ne pose problème quant à leur logement. Il était donc intervenu auprès de l'inspection académique pour faire annuler les nominations annoncées. Il n'avait pas obtenu satisfaction. Il ajouta que par ailleurs il n'avait rien contre moi. L'école de Beauvais-sur-Matha comportait 4 classes. C'était une école géminée. Cela signifiait que les enfants, garçons et filles, fréquentaient les mêmes classes, mais 2 directeurs étaient nommés, un directeur pour les garçons et une directrice pour les filles. C'était mon ancienne camarade de classe du cours complémentaire de Matha, Jeannine André, qui avait été nommée comme directrice des filles. De ce côté-là, monsieur le maire pouvait être tranquille, elle ne solliciterait pas de logement. Elle était mariée, son mari, Jacques André, travaillait à Matha et ils avaient un domicile. J'appris au maire que mon mariage était prévu dans les prochains jours et que ma future femme se préparait à enseigner également, ce qui présageait que dans le futur, si Jeannine demandait son changement pour un autre poste, ma future femme avait toutes les chances d'être nommée à Beauvais. En tant qu'ancien cadre administratif de la RATP, c'est une pratique qu'il connaissait bien. Cela finit de le rassurer. Ayant pris possession de l'appartement de fonction, nous pûmes commencer à aménager notre future habitation. C'était une grande bâtisse comme on en construisait autrefois. Au rez-de-chaussée, on entrait dans un vaste couloir. Au fond du couloir, un escalier menait à l'étage. Les toilettes avaient été aménagées sous l'escalier. De chaque côté du couloir, des portes donnaient dans 4 pièces. Dans 3 de ces pièces, il y avait une cheminée. La 4e avait été aménagée en cuisine. Elle comportait un évier qui s'écoulait à l'extérieur du côté de la cour par une canalisation qui descendait le long du mur avant de rejoindre un puisard. Un placard en bois allait du sol au plafond et était fixé au mur. Le sol du rez-de-chaussée était recouvert d'un plancher. Les 4 pièces avaient une taille identique et n'étaient pas très grandes. De ce fait, elles étaient assez difficiles à meubler. À l'étage, un autre couloir identique à celui du bas desservait également 4 pièces, identiques en taille à celle du bas. 3 de ces pièces servaient de chambre. La 4e, qui donnait sur la cour de l'école, avait été transformée en salle de bain. Elle comportait un lavabo situé juste au-dessus de l'évier de la cuisine. Là aussi, l'évacuation se faisait par une canalisation extérieure fixée le long du mur de la maison. Cela avait son importance, comme nous le verrons plus tard dans notre récit. Aucun moyen de chauffage n'existait dans ces pièces. En cadeau de mariage, M. et Mme Dutranois nous offraient la chambre à coucher, le meuble de cuisine, la table et les chaises. Nous allâmes les choisir afin de les faire livrer avant la date du mariage. Pour cela, nous sommes allés visiter la foire exposition de La Rochelle,
Mais finalement, c'est au magasin de meubles Antarieux, situé sous les arcades de la rue du Palais, à 2 pas de la cathédrale Saint-Louis, que nous avons fait les achats. L'établissement, aujourd'hui disparu, était exploité par M. Antarieux, le père d'un de mes camarades du collège de Saint-Jean-d'Angély. Son fils travaillait au magasin. C'est d'ailleurs avec lui que nous avons marchandé pour qu'il nous applique la remise accordée durant les journées de la foire exposition. Il ne nous restait plus qu'à installer provisoirement le petit meuble avec la plaque de gaz que je possédais et qui m'avait servi d'abazauge. Le logement, bien que succinctement meublé, était prêt pour nous accueillir. La rentrée fut un peu particulière pour moi. J'avais été élève quelques années auparavant dans cette école. Une grande partie de la population me connaissait depuis que j'étais tout gamin, et beaucoup me tutoyaient. Peu de choses avaient changé. De la rue, on pénétrait sous le préau par une large porte en bois. Entre le préau et le logement de fonction, il y avait un garage fermé où l'on pouvait stationner une voiture. Après le logement, il existait un local qui servait de débarras pour les occupants de l'appartement. Au bout de cette cour, qui était réservée aux filles, d'anciennes toilettes à la turque étaient à la disposition des élèves. Un des box, muni d'une grande porte, était réservé aux enseignants. Au milieu de la cour, un arbre étendait ses ramures et protégeait les enfants du soleil les jours de chaleur. À l'autre bout de la cour, à angle droit du préau qui longeait la rue, une porte donnait accès à un couloir. Ce couloir longeait une première classe, la classe des cours moyens première et deuxième année. On y accédait par une porte dès l'entrée du couloir. À l'autre bout, une autre porte permettait d'entrer dans la plus grande des classes de l'établissement. C'était la classe des élèves du fin d'études qui se préparaient en 3 ans à l'examen du certificat d'études primaires. C'est là que j'allais enseigner. 2 autres classes avaient été construites depuis l'époque où je fréquentais cette école sous la direction de M. et Mme Ducuin. Pour y accéder, il fallait aller sous le préau et ouvrir une porte qui donnait dans un local étroit. Il servait à la fois de couloir et de salle de rangement pour diverses armoires contenant des animaux empaillés. Le couloir débouchait sur la cour des garçons. Des toilettes de construction un peu plus récentes que celles des filles étaient à la disposition des élèves. Au fond de la cour, et bordant le chemin païen, 2 classes avaient été construites et accueillaient les élèves des cours élémentaires pour l'une et le cours préparatoire et la classe enfantine pour l'autre. Dès le jour de la rentrée, je fus surpris par l'attitude de certains des gamins de la classe. L'un d'eux attira particulièrement mon attention. Lorsque je passais dans les allées entre les tables où les enfants étaient assis, Michel Feunier, qui devait avoir 12 ans, mettait le bras devant son visage et il se glissait sous la table. Cela se produisait à chacun de mes passages. Comme je m'en étonnais, les enfants m'en expliquèrent la raison. « C'est parce que M. Paulet le giflait souvent, me dirent en chœur les gamins. » C'est comme cela que j'appris les méthodes musclées de mon collègue, directeur parti enseigner à La Rochelle. Michel n'était pas un élève dissipé, mais comme il avait quelques difficultés dans certaines matières, notamment en orthographe, M. Paulet faisait entrer les règles dans ce cerveau un peu rebelle à l'aide de ce procédé barbare. J'appris qu'il n'était pas le seul dans la classe à bénéficier de ce traitement de faveur. Il faut croire que les méthodes de M. Paulet portaient leurs fruits. Depuis plusieurs années déjà, le premier prix cantonal à l'examen du certificat d'études était invariablement remporté par un ou par une élève de l'école de Beauvais-sur-Matha. M. Paulet était très fier de cette suprématie sur l'ensemble des classes de fin d'études du canton. En partant, il avait même fait savoir à la population que l'un des élèves que j'allais devoir présenter en fin d'année était déjà prêt pour l'examen et qu'il devrait lui aussi recueillir le premier prix cantonal. Quelle belle peau de banane placée sous les pieds de son successeur! Je n'appréciais pas outre mesure cette déclaration. Dorénavant, j'avais la pression. Que penseraient les parents d'élèves s'ils n'obtenaient pas cette récompense suprême? Jeannine André insista la veille de mon départ pour le mariage pour me demander mon adresse à ma reine, prétextant qu'elle souhaitait pouvoir me joindre en cas d'urgence à l'école. Je n'ai pas réalisé sur le champ.
Je me rappelle lui avoir répondu que je souhaitais qu'on me laisse tranquille durant ces 3 journées. Je finis par lui accorder ce qu'elle exigeait. Je compris finalement, le jeudi, en recevant un télégramme de félicitations signé de mes 3 autres collègues, Jeannine, Louisette Morisset, en charge du cours moyen, et Madame Desclos, notre doyenne, des cours élémentaires première et deuxième année. Le mercredi soir 2 octobre, j'allais pour la dernière fois être hébergé chez Michel Sauzot. Il ne put se retenir d'une dernière plaisanterie de très mauvais goût. Il avait depuis peu une nouvelle employée de maison à son service. Cette jeune fille était très craintive et il la terrorisait. Il exigea qu'elle installe son couchage dans le couloir, juste à côté de la chambre où j'allais passer la nuit. Heureusement, il n'alla pas jusqu'à exiger qu'elle vînt me rejoindre dans mon lit. J'étais très gêné. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à mon réveil, la demoiselle était debout et elle avait retrouvé un visage plus serein.